Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur l'effet placebo. Alors vous avez vu, j'ai changé de décor, j'ai de la chance quand même, je suis dans l'océan Indien pour quelques jours pour un séminaire intensif sur la méditation profonde et l'hypnose. Et ce sont deux outils que j'utilise en thérapie. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que la méditation et l'hypnose sont vraiment des outils très puissants pour changer. Et aujourd'hui, on va parler aussi d'hypnose, puisqu'on va faire le lien entre le placebo. Donc, je vais continuer l'ouvrage, le résumé, je ne sais pas si on voit avec le soleil, de cet ouvrage sur l'effet placebo. Et on va faire le lien entre l'hypnose et le placebo. Et peut-être je vous invite à y réfléchir, mais quel est le lien entre l'hypnose et le placebo? Vous allez voir, c'est évident en fait quand je vous en parlerai. Alors, j'ai pris pas mal de notes, donc je prendrai mes notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo en une seule prise. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler dans cette troisième partie sur le placebo, donc je continue le résumé de ce livre, j'ai choisi un chapitre qui va traiter de l'origine du placebo. Comment est-ce qu'on en est arrivé à découvrir cet effet-là? Et puis on va voir aussi les méta-études, enfin qu'est-ce que les études nous indiquent sur l'effet placebo. J'en avais déjà parlé dans la deuxième vidéo, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Et puis ensuite je ferai une quatrième vidéo, vous verrez, on ira encore plus loin, on parlera de la génétique, mais pour l'instant on va déjà parler de choses extraordinaires aussi, de choses fascinantes. Et d'abord l'origine, d'où vient l'origine des recherches sur le placebo, d'où vient ce terme? À l'origine c'est un médecin allemand, non américain pardon, ça commence bien, un médecin américain qui a étudié à Harvard, qui était médecin militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la fin de la guerre et comme dans beaucoup de cas à la fin de la guerre, les hôpitaux manquaient de morphine. Et donc il se trouvait face à des soldats, notamment un soldat, le premier soldat, où il n'y avait pas de morphine et il était un peu désemparé et il ne pouvait pas opérer ce soldat à vif comme ça parce qu'il se dit ça risque d'être tellement fort la douleur il risque soit d'en mourir ou de s'évanouir, enfin en tout cas, oui, son cœur risque de battre tellement fort qu'il ne pourrait pas tenir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une infirmière qui a une idée de génie à ce moment-là, qui dit mais voilà j'ai de la morphine. Elle a apporté une seringue avec de l'eau salée à l'intérieur, sans dire c'est de l'eau salée, elle a dit voilà c'est de la morphine. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le médecin s'est comporté comme si, le soldat s'est comporté comme s'il y avait de la morphine, ça l'a calmé tout de suite. Et puis le médecin l'a opéré sans trop savoir ce qui allait se passer. Il l'a opéré à vif, il l'a ouvert, il l'a opéré, il l'a refermé et le soldat restait calme, comme s'il avait pris vraiment un anesthésiant. Alors ça c'est assez incroyable et ça s'est passé plus d'une fois, plusieurs fois, ce qui a donné lieu plus tard à ce médecin à faire des études là-dessus. Avant de parler des études, je voudrais juste souligner que c'est souvent le cas, malheureusement. Ce sont souvent des infirmières, des aides-soignants, des personnes dont on ne connaît pas le nom. Cette infirmière, on ne connaît pas le nom, celle qui a eu cette idée. Mais c'est souvent des personnes comme ça dans l'ombre, et souvent dans le personnel soignant, qui ont des idées fantastiques, qui ont des rapports incroyables avec les patients, qui font vraiment avancer la recherche et le bien-être chez les gens. Et souvent, ces personnes sont un peu ignorées. Je dis ça parce que je donne souvent, pendant des années, je donnais cours au personnel soignant en Belgique, et je me rends compte des personnes extraordinaires que c'est. Mais malheureusement, ces personnes ne seront jamais connues. Bon, c'est pas le but, mais c'est pour dire qu'on ne leur rend pas hommage, et j'aimerais bien leur rendre hommage dans cette vidéo. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce médecin, plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une quinzaine d'études dans les années 1955, je vois ici, et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les essais aléatoires contrôlés. Donc, il a voulu étudier l'effet placebo, et il s'est rendu compte qu'il y avait un effet, et qu'il y avait le médicament qui faisait un effet, mais il y avait aussi rien qui faisait un effet. Du sucre, de l'eau salée, ça faisait un effet. Et donc il s'est dit, mais pour étudier les médicaments, on va toujours faire un groupe témoin. Et avec rien, avec un placebo, donc en fait une pilule de sucre ou de l'eau salée. Mais il s'est rendu compte dans ces essais aléatoires contrôlés, donc c'est ce qu'on appelle en fait les essais en double aveugle. Il y a une voiture qui passe, j'espère qu'on ne l'entend pas trop. Ce qu'on appelle les essais en double aveugle, c'est qu'en fait souvent le groupe témoin qui devait être là pour montrer qu'en fait le médicament était puissant si on ne le prenait pas, mais souvent il s'avérait que le groupe témoin avait des meilleurs résultats que ceux qui prenaient le médicament. Et c'est ce qu'on a appelé cet effet placebo. Mais à cette époque-là, il n'était pas étudié en tant que tel, il était utilisé pour démontrer que le médicament était puissant, sauf qu'il s'est avéré que ça démontrait souvent le contraire. Et donc ensuite, c'est lui qui est à l'origine aussi de ce qu'on appelle les études en double aveugle et même en triple aveugle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont traiter les statistiques qui sont liées aux données les deux groupes témoins ne savent même pas eux-mêmes quelles données ils vont traiter. Donc c'est très efficace pour pouvoir voir la pertinence du médicament. Alors on sait depuis longtemps, avant même Bercher, donc ça c'est dans l'année Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 40, 45, on sait déjà depuis longtemps, on n'a pas attendu ce médecin pour rendre compte que
le pouvoir de la suggestion est très très fort. Et dans l'Antiquité, et puis dans le Moyen-Âge, et puis dans toute l'histoire humaine, en fait, dans toutes les cultures, partout, on connaît le pouvoir des guérisseuses, des sorciers, des sorcières, des sages, des personnes qui sont sages, des rois aussi. En fait, toutes ces personnes en qui on croyait parce qu'ils avaient un pouvoir guérisseur. Alors on pourrait se dire, oui, ils ont vraiment un pouvoir, ou est-ce que c'est la croyance qu'ils aient un pouvoir qui fait que les personnes guérissent? On connaît par exemple le roi Charles II qui est connu pour avoir soigné en imposant les mains, simplement en touchant les mains, plus de 100 000 personnes. Et donc en fait c'est vrai que les gens pensaient vraiment que le roi était une incarnation de Dieu, et ils étaient vraiment tout à fait OK avec cette croyance qu'il allait pouvoir les guérir. Ah, il y a une moto qui passe. Bon, de temps en temps il y a des personnes qui passent. Pour info ici il est 6 h du matin, mais je vois qu'il y a encore des gens qui se lèvent à cette heure-ci. Alors je vous parlais aussi ça remonte à très très loin, les premières études sur cet effet placebo, et ça commence avec l'hypnose en fait. Et c'est Mesmer. Alors Mesmer, c'est pas celui que vous voyez à la télé, c'est un Mesmer. Donc Mesmer que vous voyez à la télé, il a pris le nom Mesmer qui est en hommage en fait à ce premier médecin. C'est un médecin autrichien dans les années 1770-1770 qui a parlé de ce qu'on appelle le fluide animal, le magnétisme animal, qui est une sorte de fluide, d'une force. Il s'est basé sur Isaac Newton, la force de la gravitation. Il s'est dit qu'il y avait une force en nous, il appelle ça le magnétisme animal. Et il disait qu'en fait, en rééquilibrant ce fluide, on pouvait guérir les personnes. Il a guéri effectivement pas mal de monde avec plein de maladies différentes. Vraiment, c'est assez étonnant. Et ce qu'il faisait lui, c'est qu'il regardait les gens dans les yeux, il les fixait dans les yeux. Et il prenait des plaques aimantées pour guider ce fluide dans le corps. Ce qui s'est rendu compte par la suite, c'est que même sans plaques aimantées, simplement en bougeant les mains, en regardant dans les yeux, ça marchait aussi. Donc ça a été assez étonnant de constater que ce n'est pas forcément une force à l'intérieur, même s'il y en a certainement, mais il y a un grand pouvoir de suggestion et de croyance qui va jouer dans la guérison. Ensuite, il y a un autre nom qui est connu pour les gens qui font l'hypnose, c'est le marquis de Puységur, qui est un Français, qui s'est rendu compte, lui, qu'en fait, quand on comprend ça, quand on voit ça, c'est pas forcément cette force, ce magnétisme animal qui joue, c'est plutôt en fait le fait de mettre les gens dans ce qu'on appelle une transe, donc un état de relaxation profond, et de leur donner des instructions. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est que c'est la pensée, en fait, c'est notre pensée, ce sont nos croyances qui nous guérissent. Et c'est effectivement ce qu'on dit depuis le début, nos pensées peuvent nous construire ou nous détruire à chaque instant. Et puis il y a ce fameux chirurgien écossais, James Bright, qui a pour la première fois utilisé le mot hypnose, enfin neurohypnotisme, mais ensuite c'est devenu hypnose. Et lui, il se rendait compte qu'il y avait effectivement dans notre esprit deux parties, il y a l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Et ce qu'il disait, c'est important de fatiguer l'esprit conscient, fatiguer une certaine partie du cerveau pour travailler avec une autre partie du cerveau. Et il a guéri pas mal de monde en mettant les gens dans cet état de transe qu'il a beaucoup étudié. Et dans cet état particulier, il pouvait vraiment guérir les personnes par la suggestion, par les croyances positives. Alors le nombre de maladies, c'est assez impressionnant. Je ne les ai pas, mais ça va de la polyarthrite à des problèmes allergiques. On va parler des allergies dans quelques instants. Et donc on voit la puissance, mais à l'époque il n'y avait pas de mesures scientifiques comme aujourd'hui. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces personnes-là, que ce soit aussi d'autres noms, il y a le médecin Bernem qui est très connu aussi dans l'histoire de l'hypnose, qui a montré qu'en fait, que la suggestibilité est naturelle chez les êtres humains. Ce n'est pas juste certaines personnes qui sont suggestibles qu'on peut guérir, c'est vraiment pratiquement tout le monde. Toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'ils travaillent sur quoi en fait? Toutes ces personnes travaillent sur ce qu'on appelle l'état d'esprit. Je ne sais pas, il y a beaucoup de soleil, je me mets là, j'espère qu'on me voit mieux. Ces personnes travaillent sur un état d'esprit. Et c'est ce que faisaient les médecins pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur les gens qui étaient traumatisés. Ils utilisaient ces techniques. Et ce que font aujourd'hui les médecins civils, c'est finalement la même chose, sauf qu'ils n'utilisent pas la transe. Ils vont simplement utiliser la croyance, la suggestibilité, en donnant des pilules de sucre. Et comme les personnes reçoivent ça d'un médecin, ils ont confiance, ils y croient, et donc ils ont donc une attente positive de guérison, et ça fonctionne dans beaucoup de cas. Alors dans combien de cas ça fonctionne? C'est ce qui a été étudié par la suite. Et déjà je voudrais faire un lien maintenant entre l'hypnose et le placebo, puisque j'ai parlé un peu d'hypnose. À votre avis, quel est ce lien? Eh bien le lien est le suivant, c'est qu'en fait l'hypnose c'est du placebo. C'est du placebo avec une transe en plus. Ou si vous voulez, il y a des gens qui passent, je suis un peu distrait. Le placebo, si vous voulez, c'est de l'hypnose sans la transe. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que ça me passionne. C'est le lien, c'est vraiment ce qui relie le placebo et l'hypnose, c'est finalement ce pouvoir que nous avons en nous, le pouvoir de nos croyances.
Alors le placebo, je le rappelle, hein, ça veut dire je plairai, ça veut dire je ferai du bien, je ferai du bien. Et le nocebo, ça veut dire donc je nuirai. Donc ça vient du latin, je nuirai. Et l'effet nocebo avait déjà été étudié, j'en avais parlé dans les vidéos, dans les années 40. Je vous avais parlé, je pense, des vomissements anticipatoires chez les gens qui ont fait une chimio, par exemple. Ça a été beaucoup étudié à Harvard aussi, notamment chez ce qu'on appelle les envoûtements, les vaudous, les gens qui créent des envoûtements, enfin qui donnent des envoûtements, puis il y a des gens qui tombent malades très fort, jusqu'à en mourir parfois. On s'est rendu compte, en fait, quand on étudie ces gens, dans les années 40, ça a été étudié à Harvard, que ces gens, en fait, n'avaient aucune maladie, n'avaient aucune raison, n'avaient pas été empoisonnés. Alors ils sont morts de quoi? Ils sont morts de leur croyance, en fait. Et ça a commencé ensuite à être très étudié, cet effet placebo, de manière plus scientifique, par une étude qui a vraiment fasciné le monde scientifique en 1962. C'est une étude au Japon sur des enfants qui sont hautement allergiques à un produit qui s'appelle le sumac vénéreux. Alors cette étude sur les enfants au Japon, elle est incroyable. C'est la suivante, c'est qu'en fait, on a pris du sumac vénéreux et on a présenté une feuille sur laquelle il n'y avait absolument rien. Dans un premier temps, il n'y avait rien sur la feuille. On a frotté cette feuille sur leur avant-bras gauche, mais on leur a dit à tous que sur cette feuille, il y avait du sumac vénéreux. Alors on a frotté la feuille sur le bras gauche, sur l'avant-bras gauche, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous développé, 100% d'entre eux, ils ont développé des réactions allergènes assez fortes. Donc ça, c'est assez incroyable, le pouvoir de la suggestion, vous voyez. Après, ce qu'on a pris pour le bras droit, on a pris une autre feuille sur laquelle on a dit qu'il n'y avait rien cette fois-ci. Mais en fait, on avait mis du sumac vénéreux sur la feuille. On a frotté le bras droit, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 80% des enfants n'ont rien eu, et 20% ont eu quand même des réactions allergènes. C'est normal puisqu'il y avait un produit dessus. Mais ça veut dire que 80% n'en ont pas eu. Ça veut dire qu'en fait, la croyance est plus forte que la réaction, que le produit allergène. Ça veut dire qu'en fait, le corps va surpasser notre environnement. Le corps va pouvoir en fait maîtriser jusqu'à notre système immunitaire. Et c'est comme ça qu'est née cette nouvelle science qu'on appelle la psychoneuroimmunologie dans les années 60, qui en fait étudie le pouvoir des pensées et des émotions sur le système immunitaire. Ça a été fait également, cette expérience, sur les gens qui ont de l'asthme, où on a pris un inhalateur, donc les gens ont de l'asthme, et dans le premier inhalateur, on a dit qu'il y avait un produit qui allait créer de l'asthme, et ils ont tous eu de l'asthme, ça commençait à piquer, alors qu'il n'y avait absolument rien, c'était que de la vapeur d'eau. Et on a fait l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a mis un produit où il y avait une réaction, en fait non, excusez-moi, on leur a dit qu'il y avait enfin quelque chose qui allait les guérir de leur asthme, qui allait les calmer. Et il y avait aussi que de la vapeur d'eau, mais ils ont tous été calmés, leurs symptômes d'asthme ont disparu. Donc ça c'est incroyable. Alors ensuite, je termine, il y a eu aussi, voilà, je voudrais vous lire en fait une partie, c'est pour ça que je me suis arrêté, c'est qu'en fait, on se rend compte que notre croyance, nos attentes face à ce qui va se passer, conditionnent en fait ce qui va se passer. Et c'est intéressant, on appelle ça en psychologie aussi les prophéties autoréalisantes, et c'est intéressant de se rendre compte que si nous croyons quelqu'un qui nous fait peur, si nous écoutons des personnes et si nous croyons en elles et ces personnes nous font peur, nous alarment sur quelque chose, ça va avoir des réactions sur notre corps immédiat. D'où l'importance effectivement de savoir qui on écoute. C'est pour ça que souvent en hiver, on va avoir peur de la grippe et les médias vont nous faire peur de ça. Et beaucoup de gens vont tomber malades. Alors il y a certainement une proportion de gens qui tombent malades parce qu'ils ont peur de tomber malades. Et là je vais vous lire un petit passage du livre que je trouvais vraiment sympa par rapport à ça. Attendez, j'essaie de le retrouver. Voilà. Alors écoutez bien, sommes-nous plus susceptibles de souffrir d'arthrite, d'articulations douloureuses, d'une mémoire défaillante, d'une énergie déclinante et d'une libido amoindrie alors que nous vieillissons, et ce par le simple fait que cet état supposé correspond à une version de la vérité que les médias, les agences de publicité et les chaînes de télévision cherchent à nous imposer. Quelle autre prophétie autoréalisatrice créons-nous dans nos esprits sans avoir conscience de ce que nous faisons? Et quelle vérité inévitable, entre guillemets, cette vérité inévitable, quelle vérité inévitable pourrions-nous inverser avec succès en modifiant simplement notre façon de penser et en choisissant de nouvelles croyances? Et là, je vous renvoie à la deuxième vidéo où j'ai parlé effectivement de l'importance de l'état d'esprit, d'être optimiste ou pessimiste. On a bien vu que les personnes qui sont optimistes sont des personnes qui vont guérir plus vite, vont vivre plus longtemps. C'est même le meilleur prédicateur d'une guérison. C'est même d'ailleurs indiqué dans les études scientifiques que l'état d'esprit est un des meilleurs prédicateurs pour une guérison, notamment chez les personnes qui ont le cancer.
Alors c'est à partir des années 70-70 on s'est rendu compte que le placebo a des effets chimiques sur le corps. On le sentait, on le voyait, mais on n'avait pas constaté. Qu'est-ce qu'on a constaté dans les années 70-70? C'est qu'en fait le placebo libère des endorphines. Alors notamment sur des patients dentaires, on a étudié des patients dentaires sur lesquels ils étaient opérés et on leur a dit qu'on allait leur mettre un anesthésiant, une sorte de morphine. Et en fait c'était du placebo. Et évidemment ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui n'avaient pas d'anesthésiant mais qui pensaient qu'ils en avaient un, eh bien effectivement ils n'avaient pas mal. Et en fait, comment est-ce qu'on a pu prouver qu'en fait ils créaient leur propre morphine, donc les endorphines, les morphines, leur propre morphine? Eh bien en fait, on leur a administré par la suite une substance qui s'appelle le naloxone, qui est en fait un antimorphinique, si on peut dire. Ça veut dire que ça va bloquer les récepteurs de la morphine. Et ce qui fait que les patients ont nouveau eu mal en prenant ce naloxone. Ça veut bien dire qu'en fait, les patients avaient créé leur propre morphine intérieure. Donc en fait, nous avons effectivement, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, en résumé de ce livre, c'est qu'en fait, nous avons une pharmacie à l'intérieur de nous. Et vous verrez dans la 4e partie, on va en parler encore plus, c'est assez incroyable. Ça va avoir des effets sur notre jeunesse, sur notre santé physique, sur notre confiance en nous, etc. Alors ensuite, je ne peux pas passer sous silence cette expérience qui m'a fasciné et qui a fasciné les chercheurs, qui a pris pas mal d'années pour comprendre comment ça fonctionnait. C'est une expérience sur les rats. Parce qu'en fait, parallèlement à ça, il y a eu beaucoup d'études sur le conditionnement. Donc vous savez, ces fameux chiens de Pavlov qui ont appris à saliver alors qu'il y a du chien, alors qu'il y a de la nourriture, pardon. Donc chaque fois qu'ils vont manger, on apporte la nourriture, on fait sonner une clochette, et puis après on fait juste sonner une clochette et les chiens vont saliver. Donc ces études sur le conditionnement ont été poussées assez loin. On s'est rendu compte que nous sommes tous, pour la plupart d'entre nous, conditionnés à réagir de plein de façons différentes. Et on se rend compte en fait que même les animaux, comme les êtres humains, peuvent être conditionnés. Je vois que c'est en train de perdre l'intensité. Je crois que ça va. J'espère qu'on voit toujours. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, même les rats pouvaient être conditionnés avec de l'effet placebo, à mourir, donc c'est l'effet nocebo. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'en fait on a pris des rats, et au début c'était même pas une étude là-dessus d'ailleurs, ça a été découvert un peu par hasard. C'était en fait une étude sur le conditionnement, et on a essayé de comprendre combien de temps les rats allaient maintenir leur conditionnement. Donc on a donné de l'eau sucrée aux rats, les rats adorent ça, et on a mis dedans un produit qui s'appelle, je ne sais plus ce nom, c'est un produit qui va en fait créer des maux de ventre chez le rat. Et on a étudié voir combien de temps ce conditionnement allait durer. On s'est rendu compte qu'en fait, sans le savoir, ce médicament qu'on injectait dans l'eau sucrée, en fait c'est quelque chose qui allait tuer les rats par effet secondaire. Ça veut dire qu'en fait ça allait vraiment bousiller leur système digestif, et leur système immunitaire diminuait, ils allaient en mourir. Donc les rats mouraient, et alors le médecin, le chercheur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont directement enlevé ce médicament, ils ont juste donné de l'eau sucrée. Mais qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte par la suite? C'est que les rats continuaient de mourir. Et ça les a jetés dans un abîme de perplexité. Et il y a eu un immunologue très connu, j'ai oublié son nom, j'ai pas noté, donc quelqu'un qui travaille dans l'immunologie, qui a essayé de comprendre. Donc ils ont travaillé de concert pour essayer de comprendre mais comment ça se fait que les rats mouraient avec simplement de l'eau sucrée. Ils se sont rendus compte en fait c'est une question d'association, de conditionnement. Ça veut dire qu'en fait les rats, par leur pensée animale, mais ils ont associé, donc c'est très primaire, associé en fait les réactions de l'eau sucrée à une réaction immunitaire. Et donc les rats prenaient l'eau sucrée en croyant qu'en fait c'était comme avant, et en fait ce taux sucré faisait en sorte que ça supprimait leur système immunitaire. Ils savaient qu'ils allaient avoir ça quelque part, si vous voulez. C'est très primaire, il y a une association entre le médicament et la baisse du système immunitaire. Et ça a été fait, ça s'est fait, ce qui fait que en fait, les rats sont morts, malgré qu'ils prenaient que de l'eau sucrée. Donc vous voyez que c'est assez fort. C'est là qu'on s'est rendu compte que cette puissance du mental et des croyances est énorme. Et dans les années 70, 70, puis 80, et puis 90, 90 par la suite, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis de ce sujet. On a commencé à parler de la pouvoir de la pensée positive. C'est là que sont sortis tous les livres de développement personnel sur la pensée positive. Il y a eu des cas célèbres, notamment Cousins, qui était un Américain, un rédacteur en chef dans un journal prestigieux aux États-Unis, qui était atteint d'un cancer, et qui s'est guéri en lisant ça. Il s'est dit mais moi je vais me guérir de mon cancer. Et lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé des films comiques pendant des semaines. Il a regardé que des films comiques, les Marx Brothers, des films comiques, il a rigolé, et il s'est soigné par le rire en fait, par des pensées positives, par des croyances positives, et il était persuadé qu'il allait guérir. Et effectivement il a guéri, et on s'est rendu compte avec ce genre de cas qu'en fait ça va jusqu'à modifier des gènes qui sont porteurs de maladies. Donc ça va très loin. On parlera de la génétique un peu plus tard dans la 4e vidéo. Donc ça va jusqu'à modifier l'expression des gènes.
Et pour terminer, je voudrais vous dire qu'en fait, dans les années 2000, fin des années 90-90, puis des années 2000 et encore par la suite, entre 2000 et 2010, il y a eu beaucoup de méta-études sur l'effet placebo. Donc c'est des méta-études, c'est des études qui reprennent toutes les données des études sur le placebo et qui vont observer qu'est-ce que toutes ces études donnent finalement, quelle est la tendance. On s'est rendu compte que sur une étude qui comportait plus de 2500 personnes sur l'effet placebo, qu'en fait, l'effet placebo, alors je vois que c'est en train de... j'ai presque plus de batterie, pardon. L'effet placebo en fait était plus efficace que la plupart des antidépresseurs. Alors ça c'est assez étonnant, ça a été refait ensuite sur une dizaine d'années, cette étude, sur plus de 5000 personnes. On s'est rendu compte que l'effet placebo, de manière très précise, est plus efficace de 80% que les antidépresseurs les plus classiques, que vous connaissez tous, que vous prenez peut-être. Alors, ce n'est pas valable sur tout le monde. C'est sur les dépressifs sévères, ça ne fonctionne pas. Mais sur la plupart des gens, ça fonctionne. Donc 80%, c'est énorme. C'est une méta-étude sur plus de 5000 personnes. Et je termine avec cette conclusion extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, notre état d'esprit, la vision qu'on a sur les choses, nos croyances vont nous influencer plus que le produit ou plus que l'environnement. C'est pour ça que je vais vous inviter, si vous prenez de temps en temps des compléments alimentaires, ou si vous prenez des médicaments, et je termine avec ça, c'est que je vais vous inviter à porter un regard neuf sur votre médicament, sur ces compléments alimentaires, ou simplement sur ce que vous mangez. Vous mangez des légumes, vous prenez du magnésium, vous prenez des oméga 3, vous devez prendre des médicaments, mais je vais vous inviter à vous replonger, comme je le fais parfois, dans la lecture de ce que ça apporte. Par exemple, moi, quand je prends des compléments alimentaires, j'aime beaucoup, avant de le prendre, me rappeler, mais qu'est-ce que ça m'apporte ce complément alimentaire? Donc je vais relire tout ce que ça apporte. Je dis waouh, c'est génial, et donc je prends ce complément alimentaire et je suis certain que c'est un effet beaucoup plus positif, même s'il n'y avait rien dedans, que le médicament est inerte parce qu'il a été irradié ou parce qu'il n'y a plus de principes actifs, parce que parfois on nous vend n'importe quoi. Je suis sûr qu'en étant dans cet état d'esprit, ça me fait du bien. Et il y a des gens qui prennent des médicaments en disant ouais, je prends ça, mais ça ne sert à rien. Évidemment, c'est sûr que ça va servir à rien. Donc je pense que l'état d'esprit est fondamental. Donc je vous invite en conclusion à porter un regard positif sur ce que vous ingérez, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit la nourriture, que ce soit des médicaments, en vous rappelant ou en allant chercher la brochure qui vous rappelle tout ce que ça vous apporte de bien dans votre corps. Voilà, je vous retrouve dans la 4e vidéo dans quelques jours pour vous parler de la suite. Vous allez voir, ça va être fascinant aussi.